Good afternoon, everyone. My name is Wanchuku Ezenestela and I'm a student of the Protestant University of Rwanda. Bon après-midi tout le monde. Mon nom est Stella Maris. Je suis nigériane. Je suis étudiante à l'Université protestante du Rwanda dans la faculté d'études de développement et dans le département de paix et résolution des conflits. Aujourd'hui, j'animerai cette session sur le VIH qui veut dire virus de l'immunodéficience humaine en soulignant ce sous-thème très important, la compréhension, la prévention et la prise en charge. Parlons de cette brève introduction au VIH. Le VIH, c'est un virus qui attaque le système immunitaire, en particulier les cellules CD4, entre parenthèses les cellules T, affaiblissant la capacité du corps à lutter contre les infections. Alors, sans traitement, le VIH peut évoluer vers le SIDA. Le SIDA qui signifie syndrome d'immunodéficience acquise. Analysons maintenant les statistiques qui montrent de nouvelles infections du VIH au Rwanda. En bas, nous trouvons l'âge et la colonne en rouge indique les femmes, alors que celle en couleur grise indique les hommes. Pour ceux qui ont moins de 24 ans, pour les femmes, les statistiques montrent 4,8, alors que pour les hommes, c'est 5,9. Pour ceux qui sont entre 25 et 34 ans, pour les femmes, nous trouvons 4,2, alors que les hommes, c'est 3,7. Pour l'âge entre 35 et 44 ans, pour les femmes, on trouve 3,1 et pour les hommes, 1,8. Pour l'âge entre 45 et 54 ans, pour les femmes, 3,9 et pour les hommes, 1,2. Pour ceux qui ont plus de 55 ans et au-delà, pour les femmes, 4,0 et pour les hommes, 1,3. En général, les femmes qui sont infectées par le VIH au Rwanda sont de 4,1, alors que les hommes infectés par le VIH, ils sont de 2,8 au Rwanda. Ceci nous pousse à la suivante discussion, qui est celle de savoir la différence entre le VIH et le SIDA. Le VIH, c'est le virus responsable de l'infection, alors que le SIDA, c'est le stade avancé de cette infection lorsque le système immunitaire est gravement affaibli. Les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps et elles peuvent être en bonne santé grâce au traitement. Il y a 3 phases principales du VIH. La première est celle-ci, l'infection aiguë, la deuxième, l'infection chronique, et la troisième phase, c'est le stade de SIDA. Je vais maintenant parler de l'infection aiguë qui est la première phase. Il y a des symptômes comme celui-ci, la charge virale élevée, des symptômes semblables à la fatigue et à la grippe, et autres symptômes. Pour la deuxième phase, qui est celle de l'infection chronique, à ce stade de l'infection chronique, le virus reste actif mais progresse lentement car le taux de CD4 diminue lentement. Et au stade du SIDA, qui est la dernière phase, ici le taux de CD4 est très bas et le système immunitaire est gravement affaibli. Voici l'explication des cellules CD4. Les cellules CD4, ce sont des globules blancs qui protègent le corps. Par conséquent, le VIH détruit ces cellules et plus le taux CD4 est bas, plus le système immunitaire de la personne est tellement faible. Alors, nous pouvons nous demander quels sont les modes et voies de transmission. Le VIH se trouve dans le sang, dans les spermes, dans les fluides vaginaux et le lait maternel de la personne infectée par ces virus.
La transmission s'opère lorsqu'une quantité suffisante de ce liquide pénètre dans le sang d'une autre personne. Parlons aussi de quelques mythes sur la transmission du VIH. Le VIH ne peut pas se transmettre par, premièrement, le partage d'un repas, ou deuxièmement, par la toux ou éternuement, les piqûres de moustiques, la magie ou la sorcellerie, la sueur, les larmes, le vomissement, l'urine, le sel, car aucun cas connu de transmission n'a été enregistré par les contacts quotidiens. S'il y a des modes de transmission, parlons aussi des modes ou des méthodes de prévention. La première méthode est celle de la prévention comportementale. Nous devons nous abstenir des relations sexuelles. Et donc, nous devons nous abstenir d'avoir des relations sexuelles. Et aussi, dans une relation, nous devons être dans une relation monogame et fidèle avec une personne qui ne vit pas avec le VIH. Et ceux-là qui vont avoir des relations sexuelles, il faut qu'il y ait l'utilisation correcte et systématique du préservatif. Et aussi il faut qu'il y ait des pratiques sexuelles sûres où il n'y a pas de pénétration. Alors, le diagnostic et le traitement des infections sexuellement transmissibles, et notamment la syphilis, ils offrent une certaine protection car la syphilis et autres infections sexuellement transmissibles, ils sont susceptibles de conduire au VIH si elles ne sont pas traitées correctement. Mais aussi, nous devons éviter de partager les aiguilles, mais aussi s'assurer des transfusions sanguines qui sont sûres et saines. Mais aussi la circoncision masculine réduit de plus de 60% les risques d'infection par le VIH chez les hommes. La deuxième méthode est celle-ci, de l'utilisation de préservatifs. Il y a des préservatifs masculins, mais aussi des préservatifs féminins. C'est la seule méthode qui prévient le VIH, les infections sexuellement transmissibles, mais aussi les grossesses non désirées. Le préservatif masculin prévient à 87 à 96% de transmission du VIH, alors que le préservatif féminin prévient à 74 à 82% des infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et les grossesses non désirées. Sachant que l'efficacité n'est pas de 100% en raison d'une utilisation et d'un stockage incorrect, sous-régulier, mais aussi l'exposition à la chaleur et au soleil diminue la qualité du préservatif. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la PEP. La PEP veut dire prophylaxie post-exposition. Ceci, c'est un traitement de 28 jours à prendre après une relation à risque, mais aussi pour réduire les risques de transmission du VIH. La PEP doit être prise idéalement dans les 48 heures, car il réduit les risques de transmission du VIH. Et aussi, nous soulignons que ceci, c'est une protection quasi totale. Et vous prenez ce traitement quand vous pensez avoir eu des relations sexuelles avec une personne infectée par le VIH, mais aussi ceci est idéal dans les 48 heures, qui est une protection quasi totale, mais aussi réduit les risques de transmission du VIH. Parlons du conseil et dépistage du VIH. Le dépistage et le conseil VIH aident les personnes à connaître leur état sérologique et à bénéficier d'un accompagnement. Il y a deux types principaux. Nous avons ce qu'on appelle CDV, conseil et dépistage volontaire, mais aussi il y a deux pays, dépistage proposé par les prestataires.
Il y a aussi ce qu'on appelle les traitements antirétrovirales, les ARV. Les ARV ne guérissent pas le VIH, mais ils peuvent ralentir, voire stopper la réplication du virus dans l'organisme. Par conséquent, le virus VIH devient alors une maladie chronique générale. Au Rwanda, la stratégie nommée Traiter pour tous consiste à traiter toute personne séropositive. Les ARV aussi doivent être pris quotidiennement à la même heure et même d'une manière correcte. Le VIH peut développer une résistance aux ARV, menant à des traitements de deuxième ou troisième intention qui est plus coûteux et moins disponible. Nous avons aussi cette équation, si je peux le dire de cette manière, I égale I, entre parenthèses, indétectable égale intransmissible. Voyons maintenant le groupe vulnérable à la transmission du VIH. Premièrement, nous avons les travailleurs et travailleuses du sexe, ceux qui font du sexe pour obtenir l'argent, comme vous le savez. Nous avons aussi des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, des personnes qui s'injectent de drogue et principalement ces gens qui utilisent des seringues qui est un risque majeur, des personnes atteintes d'infections sexuellement transmissibles, comme je l'ai dit tantôt, que les infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas bien traitées sont susceptibles de conduire au VIH. Il y a aussi de femmes et de filles. Ceci veut dire de femmes, filles qui sont victimes de la traite à des fins sexuelles, à des fins purement sexuelles, mais aussi qui sont forcées, ces filles et femmes qui sont forcées de devenir des esclaves sexuels. Des jeunes aussi qui sont vulnérables, des chauffeurs de camions, mais aussi des travailleurs loin de famille, des réfugiés et des détenus. Ce sont des personnes ou des groupes de gens qui sont vulnérables à la transmission du VIH. Comme conclusion, le VIH peut être prévenu. Connaître son statut et pratiquer la prévention peut sauver des vies. Ensemble, mettons fin à la stigmatisation et bâtissons des communautés en bonne santé. Merci beaucoup. Ceci est la fin de ma présentation. S'il y a des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à pouvoir le poser. Ou si vous voulez plus de clarification, c'est le temps maintenant de pouvoir poser toutes ces questions et aussi dire toutes ces suggestions et ces commentaires. Merci beaucoup. C'est la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, nous avons une question dans la salle. Notre ami venant du Cameroun va pouvoir la poser. La question est celle-ci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. C'était tellement intéressant. Ma question est celle-ci. Nous savons que dans nos communautés, que le VIH est considéré comme un tabou, alors que nous sommes égaux avec ces gens qui vivent avec le VIH. Il n'y a aucune différence entre ces gens et nous qui ne sommes pas infectés, car nous tous sommes des êtres humains. J'aimerais savoir, ces gens vivant avec le VIH, ils font face à la stigmatisation. Alors, nous qui ne sommes pas infectés, comment devons-nous aider ou soutenir psychologiquement ces gens? Il dit ces gens qui vivent avec le VIH. Comment devons-nous les soutenir? Alors, l'animatrice a dit ceci. Merci beaucoup pour la question. Alors, si j'ai bien compris ta question, qui est celle de savoir comment devons-nous aider ou soutenir des gens vivant avec le VIH d'une manière psychologique. Alors, comme je l'ai dit, le VIH, c'est une maladie. Il ne doit pas être vu comme un signe de stigmatisation. Vous qui n'êtes pas infecté, pour que vous soyez à mesure de donner une thérapie peut-être à ces gens infectés,
vous devez d'abord, premièrement, comprendre leur situation. Ça, c'est la première stratégie. Comprendre leur situation. Comprendre leur situation vous aidera à créer un environnement de confiance et par la suite, cette personne pourra vous communiquer ce qu'elle traverse. Deuxièmement, après que vous ayez créé cette atmosphère de confiance, vous offrez à cette personne ce qu'on appelle une écoute empathique. Vous manifestez une empathie à cette personne infectée par le VIH. Alors, troisièmement, nous devons savoir, quelqu'un qui est infecté par le VIH n'a pas besoin d'être discriminé. Il n'a pas besoin d'écouter des propos de jugement. Tu n'as pas besoin peut-être d'être trop jugeant ou sarcastique envers cette personne infectée par le VIH ou vous n'avez pas besoin vraiment de juger ou de discriminer cette personne. Car la plupart de ces personnes veulent seulement que vous compreniez ce qu'elles traversent, que vous compreniez ce qu'elles ressentent, car certaines de ces personnes peuvent avoir été victimes du viol ou certaines d'entre elles n'ont pas été tellement vigilantes des objets tranchants qu'ils ont pu utiliser ou elles ont été victimes de cette manière. Alors, vous devez apprendre à les écouter et à créer cette atmosphère de confiance. Alors, ça c'est notre stratégie, pour que vous parveniez à aider cette personne infectée par le VIH, vous devez d'abord connaître sa situation, mais aussi à instaurer un environnement de confiance pour qu'il y ait une bonne connectivité entre vous et cette personne infectée. Et la troisième chose que vous devez faire, c'est de développer une écoute empathique envers cette personne infectée par le VIH. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est de créer des initiatives ou d'organiser des ateliers de formation qui aideront ces gens à pouvoir s'exprimer. Mais aussi, vous pouvez organiser de différentes activités car la plupart de ces gens s'isolent. Ils ne se sentent pas mieux dans leur zone de confort. Ils se sentent mieux dans leur zone de confort, c'est pourquoi ils s'isolent. Alors que vous pouvez créer ces différentes initiatives, vous pouvez créer ces différentes activités, des ateliers de formation et des programmes qui pourront faire vivre l'engagement de ces personnes et la participation de ces personnes qui sont infectées par le VIH. Alors, ces programmes ou ces initiatives ou ces activités doivent sûrement être inclusifs. Merci beaucoup. C'est ça la réponse que j'ai pour cette question. Merci beaucoup pour la question. Oh, y a-t-il d'autres questions en ligne, tout comme en présentiel? Si vous en avez, n'hésitez pas à poser toutes ces questions. Alors, pour ceux-là qui sont en ligne, veuillez patienter car il y a une forte pluie de notre côté. S'il vous plaît, soyez un peu patient pour quelques minutes. Merci beaucoup. Alors, la première question est celle-ci. Est-ce possible de vivre dans un monde où il n'y a pas de VIH? Si oui, comment est-ce possible? Oui, c'est possible si nous mettons en considération quelques éléments tels que le traitement précoce, le dépistage volontaire et universel, mais aussi l'utilisation des ARV, mais aussi en impliquant toutes ces méthodes de prévention dont nous avons parlé tantôt. Ce sont là les moyens possibles que nous pouvons promouvoir et peuvent être nécessaires de vivre dans un monde sans les VIH. C'est pourquoi il est conseillé de faire le dépistage volontaire pour connaître son état de santé, connaître aussi son état
sérologique, comme on l'a dit, pour que vous soyez rassurés si vous êtes sain ou si vous ne l'êtes pas. Parce que il ne faut pas seulement s'y poser, mais il faut que vous soyez rassurés de votre état sérologique. Plus particulièrement pour les jeunes gens ou quelqu'un qui pratique des relations sexuelles à haut risque et non protégées, vous devez continuellement faire le dépistage et connaître votre état sérologique. La possibilité de vivre dans un monde sans le VIH dépend de nous. Ça dépend des personnes qui vivent dans le monde. Car je ne peux pas vous rassurer à 100% que nous pouvons vivre dans le monde sans le VIH. Nous pouvons vivre dans un monde sans le VIH, tout comme nous pouvons vivre dans un monde avec le VIH. Et ceci dépend de comment nous, les individus, prévenons le VIH. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir des initiatives, des ateliers de formation pour éduquer, pour former et sensibiliser sur le VIH. Et comment le prévenir, car beaucoup de gens ne sont pas au courant de ce sujet ou n'ont pas d'expérience en ce sujet. Pour que nous puissions bâtir des communautés saines sans le VIH, nous devons faire des campagnes et de sensibilisation sur le VIH, mais aussi nous devons faire l'éducation sur le VIH. Et pour ceux-là qui vivent déjà avec le VIH, il faut qu'on puisse les aider et qu'on puisse les soutenir, les éduquer concernant ces mesures préventives, et ils seront capables de vivre avec d'autres gens sans pour autant que ces derniers soient infectés aussi du VIH ou sans pour autant que ces derniers soient isolés ou qu'ils puissent vivre dans la stigmatisation. La deuxième question est celle-ci. Est-ce qu'une personne non infectée peut contacter le VIH si elle a des relations sexuelles avec une personne infectée? Vous avez eu des relations sexuelles non protégées avec une personne infectée par le VIH, peut-être sans le savoir après un long moment. Dans ces cas, vous serez aussi infecté par le VIH. Mais si vous avez eu des relations sexuelles non protégées avec cette personne infectée, et si vous le savez, la première chose à faire, c'est d'avoir la PEP, qui est ce traitement dont nous avons parlé, car ce traitement est efficace dans les 48 heures après toute relation sexuelle à haut risque. Et ce PEP, ce traitement n'est pas tellement efficace après les 72 heures. Alors, après que vous ayez eu des relations sexuelles non protégées, vous avez besoin d'aller à la pharmacie pour obtenir ce traitement PEP, car c'est le seul moyen. Mais si vous avez des relations sexuelles non protégées et que vous ne prenez aucune mesure préventive, après 48 heures, automatiquement, vous serez infecté par le virus VIH. Et donc, vous devez vous assurer qu'après des relations sexuelles à haut risque, vous prenez ce traitement qui est tellement efficace dans les 48 heures. Oui. La troisième question est celle-ci. Quelle stratégie devons-nous utiliser pour convaincre les villageois à utiliser le préservatif? Car certains hommes aiment avoir des relations sexuelles sans l'utilisation de ces derniers. La stratégie que je pense que nous pouvons utiliser, c'est la sensibilisation, comme je l'ai dit avant. La sensibilisation est tellement importante. Vous pouvez organiser des formations dans des villages avec l'aide de facilitateurs qui ont été bien formés sur le VIH aussi. Vous pouvez aussi organiser un atelier portant sur l'éducation VIH pour éduquer ces gens en leur montrant que l'utilisation de préservatifs n'est pas une mauvaise chose. Ou cela ne veut pas dire qu'en utilisant des préservatifs, vous ne serez pas satisfait sexuellement. Ceci signifie que vous êtes en train de vous protéger
vous-même, mais aussi vous protégez la personne avec laquelle vous faites ces rapports sexuels ensemble. Et si par exemple ils ne veulent pas utiliser de préservatif, c'est pourquoi il y a des traitements que vous pouvez recevoir après que vous ayez eu des rapports sexuels non protégés. Nous qui avons été éduqués, nous devons aussi leur montrer l'importance d'utiliser des préservatifs. Et aussi, par exemple, vous voulez avoir des relations sexuelles non protégées et vous pensez que cela soit confortable, vous devez premièrement connaître l'état sérologique de cette personne avec laquelle vous avez ces relations sexuelles, ainsi que le vôtre, ainsi que connaître votre état sérologique. Aussi, ceci va beaucoup vous aider à ce que vous soyez à mesure de vous protéger, mais aussi que vous soyez vigilant. Dans les cas où vous ne connaissez pas votre état sérologique et celui de votre partenaire, vous devez aussi les éduquer sur l'importance de l'utilisation de préservatifs. Une autre stratégie que vous devez utiliser pour convaincre les villageois, c'est de les éduquer, les sensibiliser. Et je pense que ceci peut vous aider à pouvoir aider ces gens qui sont dans des villages à leur montrer l'importance de l'utilisation des préservatifs. Si vous voulez plus de clarification ou vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours là. Nous allons avoir des discussions significatives ensemble. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Alors, nous avons la question en ligne venant de Kitata Delphin. Sa question est celle-ci. Que pensez-vous de ces gens qui sont découragés de faire le dépistage volontaire car ces gens ne sont pas motivés et bien sûr, ils restent incertains de leur état sérologique. Une des conditions qui tue les gens ayant le VIH, c'est la stigmatisation et les stéréotypes qu'on donne au VIH. Car le VIH n'est pas une peine de mort. Le fait de ne pas aller à l'hôpital pour faire le dépistage volontaire car vous avez peur du résultat ou comment ce dernier vous fera ressentir, ceci c'est le premier danger car le VIH n'est pas une peine de mort et vous pouvez certainement vivre avec le VIH. Vous pouvez vivre avec le VIH comme je l'ai dit, mais quand le VIH n'est pas bien traité, il est susceptible de conduire au sida. Alors, connaître son état sérologique, c'est le premier pas de vivre aisément avec le VIH. Car si vous connaissez votre état sérologique, le docteur ne vous donnera non seulement pas les traitements, mais il vous soutiendra aussi psychologiquement. Ils feront de régulières thérapies avec vous. Ils vous éduqueront et ils vous rassureront qu'il y a une vie même en étant infecté par le VIH. La plupart des gens, quand ils ont le VIH, ils se sentent désespérés et pensent qu'ils ne vivront pas longtemps. Mais avoir le VIH ne veut pas dire avoir le VIH ne veut pas dire que tout est fini ou qu'il n'y a plus d'espoir. Car la plupart des gens qui sont infectés par le VIH vivent même plus longtemps que ceux-là qui n'ont même pas le VIH. Ceci est sous une condition s'ils prennent soin d'eux-mêmes correctement. Les médecins vous conseilleront ce qu'il faut faire, ce qu'il faut manger, ce qu'ils ne font pas faire. Alors ne soyez pas effrayés de faire le dépistage afin de connaître votre état sérologique. Ne vous laissez pas emporter par les stéréotypes. Ne vous laissez pas emporter par les stéréotypes du VIH. Vous devez être courageux et serein. Vous devez aussi accepter cette condition telle qu'elle est. Si vous avez le VIH, ne vous isolez pas, ne vous cachez pas. Ceci est la première étape qui est d'accepter cette condition du VIH, mais aussi d'accepter de vivre de cette manière car le VIH, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez vivre heureux, vous pouvez vivre longtemps en ayant le VIH. La deuxième
stratégie ou la deuxième étape est d'être sous traitement, qui pourra vous aider et qui pourra aussi améliorer votre état davantage. Le VIH peut être traité. Vous pouvez vivre longtemps avec. Vous pouvez aussi atteindre vos objectifs. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, je vous conseille de ne pas avoir honte d'aller à l'hôpital et faire le dépistage aussi pour connaître si vous êtes séropositif ou séronégatif. Je vous encourage de faire le dépistage, mais aussi pour que, en retour, vous puissiez vous aider s'il arrivait que vous soyez infecté par le VIH. Il y a des personnes qui sont formées pour ça et vous devez bénéficier de cet accompagnement médical. Ces personnes vont vous attendre. Ces personnes vont vous donner une aide médicale, mais aussi ces personnes seront là pour vous soutenir psychologiquement. Alors, ces personnes aussi vont vous éduquer à comment vivre avec le VIH. Alors, vous devez toujours avoir le courage de vous faire dépister régulièrement. Merci beaucoup. Alors, Delphin Kitat avait encore plus de clarifications sur l'utilisation des préservatifs. Alors, pour nous les jeunes, nous avons tendance à trouver beaucoup plus de plaisir sexuel sans utiliser le préservatif. Alors, nous ne sommes pas en train de vous obliger ou imposer d'utiliser le préservatif. Mais c'est juste une méthode de prévention et c'est pour votre bien-être. Alors, utiliser le préservatif, c'est pour votre bien-être, c'est pour vous aider, mais aussi c'est pour vous éduquer que c'est une des méthodes de prévention. Ou si vous ne voulez pas utiliser le préservatif, alors vous devez appliquer ce qu'on appelle l'abstinence ou être dans une relation monogame, juste toi et ton partenaire. Et rassurez-vous aussi que votre partenaire n'a pas d'affaires sexuelles avec une autre personne. Nous soulignons beaucoup sur l'utilisation des préservatifs car c'est très crucial, mais aussi c'est une des méthodes de prévention du VIH. C'est pourquoi nous sommes en train de vous encourager à utiliser le préservatif. Et si vous ne voulez pas, alors après tout rapport sexuel à haut risque ou un rapport sexuel non protégé, vous pouvez vous procurer de ces traitements dont nous avons parlé avant, PEP. Vous pouvez aussi vous procurer de ces traitements PEP dans les 48 heures si vous pensez être à risque d'être infecté par le VIH et tout se passera bien. Mais nous mettons focus sur des pratiques sexuelles saines et protégées car vous ne connaissez pas l'état sérologique de cette personne avec laquelle vous avez des relations sexuelles. Ça ne peut peut-être pas être le VIH, ça peut être aussi les infections sexuellement transmissibles ou la syphilis. C'est pourquoi nous avons dit qu'avoir des relations sexuelles saines et protégées est très important pour les jeunes, pour tout le monde. C'est tellement important. Je suis en train de vous encourager à pouvoir pratiquer ces méthodes de prévention d'une manière régulière car c'est tellement important pour nous, mais aussi pour nos communautés. During the year now, you will be able to elaborate more on this HIV topic. We're able to talk more. Merci beaucoup, Kitata, pour toutes ces questions pertinentes. Je crois lors du camp de jeunes, nous aurons sûrement le temps d'approfondir nos discussions sur le VIH.
mais aussi nous serons à mesure de recevoir beaucoup plus de questions et nous allons avoir des discussions significatives. Merci beaucoup. Merci Kitata pour toutes ces interventions. Alors, nous avons la question venant de notre ami Monkwa. Il a demandé ceci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ma question est celle-ci. Est-ce l'utilisation du préservatif est efficace à 100%? Sinon, comment et quand un homme qui utilise le préservatif peut être infecté par le VIH? Ça, c'est la question de notre ami Monkwa qui voulait savoir plus sur, voulait beaucoup de clarifications sur l'utilisation du préservatif. How someone can contact HIV while using a condom is if the condom is being Merci beaucoup à Monkwa pour la question. Alors, comment quelqu'un peut contacter le VIH en utilisant les préservatifs? Peut-être ceci, le préservatif n'est pas bien préservé. Comme on l'a dit avant, que l'efficacité n'est pas de 100% en raison d'une utilisation ou d'un stockage incorrect sous irrégulier. Alors, l'exposition à la chaleur et au soleil diminue la qualité du préservatif. Même quand vous achetez les préservatifs, on indique la température. Vous devez aussi vérifier que si ce dernier n'est pas déchiré, si ce dernier n'est pas troué, ou même utiliser ce dernier 2 fois. Mais son utilisation garantit à 99% pour ne pas contacter le VIH. Donc, nous devons connaître tous ces éléments, si ce n'est pas troué, ce n'est pas déchiré, mais aussi on ne peut pas l'utiliser 2 fois. Pour être vigilant, même lorsque vous utilisez le préservatif, vous devez bien vérifier les préservatifs que vous utilisez. Est-il correctement gardé? Alors, quand le stockage de ces derniers est incorrect, alors dans ces cas-ci, il existe un grand risque car son efficacité n'est pas à 100%. Alors, quand vous l'achetez, il faut bien les stocker. Alors, rassurez-vous aussi quand vous essayez d'avoir des relations sexuelles, des rapports sexuels en utilisant le préservatif, la personne avec laquelle vous faites ces rapports a peut-être des plaies dans sa partie intime. Par conséquent, vous ne saurez peut-être pas. Et là, il y aura un échange de fluides et possiblement vous pouvez être infecté par le VIH ou autre infection sexuellement transmissible. Alors, vous devez être vigilant même lorsque vous utilisez le préservatif. Merci beaucoup. Delphine, thank you very much. If I hear you say there is no condom that can be used twice. Merci beaucoup, Kitata. Kitata Delphin, une autre question. Si j'ai bien entendu, il n'y a réellement pas de préservatif que vous pouvez utiliser 2 fois. Vous l'utilisez seulement une seule fois. Une pénétration égale un préservatif. Une autre pénétration égale un autre préservatif. N'utilisez pas un préservatif 2 fois. Ce n'est pas vraiment hygiénique d'utiliser un préservatif 2 fois. Quand en l'utilisant une seule fois, ça suffit, cela suffit. Je ne pense pas qu'il y a un préservatif qui est produit pour être utilisé 2 fois. Je ne crois pas qu'il y en a vraiment. Les préservatifs masculins, tout comme les préservatifs féminins, doivent être utilisés qu'une seule fois. Après toute utilisation de préservatifs, ils doivent être directement jetés. Je pense avoir répondu à ta question. S'il vous plaît, n'utilisez pas un préservatif 2 fois. Merci beaucoup.
Delphine, you said someone told you there are condoms you can use twice. Um, for ladies that you can use twice. No, there's no female condom that can be used twice, Alors, please. Delphine Kitata a une Because autre question. for the ladies, Celle de savoir si les préservatifs féminins peuvent être utilisés deux fois. can you use something they use insert Alors, l'animatrice a dit ceci. twice? Il n'y a aucun préservatif féminin que l'on peut utiliser deux fois. Automatically, it has been contaminated. Car vous insérez ces préservatifs féminins dans la partie génitale de la femme. Alors, comment est-ce possible d'utiliser un préservatif que vous avez inséré dans la partie génitale deux fois? Car si vous l'utilisez une seule fois, automatiquement, ce dernier est déjà contaminé, car il y a des bactéries invisibles aussi. Alors, l'utilisation de préservatifs deux fois vous expose à des infections sexuellement transmissibles. Vous commencez à manifester des symptômes des infections sexuellement transmissibles, même quand vous utilisez les préservatifs, car vous n'avez pas utilisé ces préservatifs efficacement. Alors, il faut que vous fassiez aussi vos recherches pour que vous soyez beaucoup informés. C'est pourquoi nous avons organisé ces séminaires pour éduquer certains d'entre nous qui ne sont pas très informés avec ces sujets du VIH. Car pour que vous soyez à mesure de faire des pratiques sexuelles protégées et saines, la propreté est tellement cruciale. Vous devez être propre, filles comme garçons, soyons propres. Il faut vous laver proprement, prenez soin de vos corps, lavez proprement vos parties intimes et rassurez-vous, vous le faites après chaque relation ou après chaque rapport sexuel. Vous devez rester propre. Faire l'hygiène corporelle, l'hygiène de vos parties intimes, telles que se raser, pour prévenir des IST ou le VIH-Sida, nous devons pratiquer une bonne hygiène. Nous devons avoir de bonnes pratiques hygiéniques. Alors, n'utilisez pas un préservatif deux fois. Ça, c'est la réponse de Delphine Kitata par rapport à sa question. Thank you very much, Rukundo Angie. You said, how can we eradicate these bad habits Merci beaucoup, Brinel Ange, pour la question. Qui essaie de savoir comment devons-nous éradiquer ces mauvaises habitudes des adolescents qui ne sont pas encore trop matures, mais qui pratiquent le sexe. we are the ones Premièrement, comme nous sommes des jeunes, nous devons faire mieux. Nous sommes les mieux placés à apporter ces changements dans nos communautés et impacter nos communautés d'une manière positive. Car je dirais que les vieilles générations ont échoué de promouvoir ce qu'on appelle l'éducation sexuelle. Alors, une des stratégies que je crois nous, les jeunes, peuvent initier, car nous sommes des facteurs de changement social et non des facteurs de troubles, nous devons donc éduquer. Car je pense que la plupart des gens ont honte de parler de l'éducation sexuelle, car ils pensent que les adolescents ne seront pas à mesure de comprendre quelque chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans ces écoles et éduquer d'abord ces enfants. Alors, quand vous commencez à éduquer ces enfants, quand ils sont encore petits, par exemple, à l'âge de 10 à 15 ans ou 16 ans, vous promouvez ce genre d'initiative où vous faites des formations en parlant de l'éducation sexuelle, en leur montrant les effets négatifs et les effets positifs d'avoir des rapports sexuels à l'âge précoce, en leur montrant comment ces pratiques sexuelles peuvent affecter leur vie ou même peuvent bâtir leur vie. Mais je ne pense pas qu'avoir des relations sexuelles à un âge précoce peut bâtir la vie de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons promouvoir l'éducation sexuelle. Quand l'enfant a été
il a atteint sa puberté, ils ont ce qu'on appelle des désirs énormes et ils paraissent non contrôlables. Et nous devons explorer, et ces enfants veulent explorer des choses par eux-mêmes. Alors, ce que nous devons faire, c'est de les éduquer. Montrer à ces enfants les conséquences d'avoir des rapports sexuels non protégés. Leur montrer les raisons ou les conséquences de ces rapports sexuels non protégés. Montrer qu'il y a des conséquences comme les grossesses précoces et non désirées. Leur montrer que même les grossesses non désirées et précoces peuvent détruire leur vie et leur avenir. Alors, ce sont là les stratégies que nous devons utiliser, telles que l'éducation, l'éclaircissement et plus de détails sur ce sujet qui est tellement essentiel dans la vie des enfants. Car certains de ces enfants ne sont pas éduqués en ce sujet, car certains parents ont honte et eux pensent que s'ils éduquent leurs enfants en rapport au sexe, ils pensent qu'ils sont en train de les exposer au sexe. Mais au contraire, quand vous éduquez l'enfant, il ne sera pas trompé si facilement par une autre personne du sexe opposé. Il ne sera pas induit en erreur car il est suffisamment informé en ce sujet et connaît notamment les points positifs et les points négatifs de faire des rapports sexuels à l'âge précoce. Ceci aussi peut détruire l'avenir de l'enfant. S'il n'est pas suffisamment informé, il sera facilement trompé. Nous ne parlons non seulement pas du VIH comme point négatif, mais aussi comment ces pratiques sexuelles précoces peuvent détruire l'avenir des jeunes gens en général ou l'avenir que nous sommes en train de bâtir ensemble. Alors, nous qui sommes suffisamment informés, nous devons aller dans ces écoles secondaires, dans les villages pour éduquer ces gens, mais aussi organiser régulièrement des ateliers de formation sur l'éducation sexuelle, éduquer ces gens comment prendre soin de leur corps lors de la puberté, parler du cycle menstruel, mais aussi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire à ce stade. Alors, quand vous instruisez les enfants à cet âge-là, ils seront informés et deviendront sages. Ils seront plus vigilants et prudents et ils seront informés à comment prévenir le VIH aussi. Et ils ne seront pas victimes de grossesses précoces et non désirées ou ne seront pas victimes des infections sexuellement transmissibles. Nous avons besoin de les éduquer sur le sexe en leur donnant beaucoup plus de clarification et beaucoup plus de détails. Leur montrer aussi qu'ils sont l'avenir de demain. Alors, si nous ne les éduquons pas maintenant et les sensibiliser sur le VIH et le sida, les conséquences de rapports sexuels non protégés, alors ceci c'est un danger pour notre société. Mais aussi nous devons leur montrer que le sexe ne doit pas être une priorité. Leur objectif à un âge précoce, c'est d'étudier, c'est de ne pas faire du sexe leur priorité. Nous devons aussi aider ces enfants à être des innovateurs, à être créatifs, mais aussi à organiser des activités par eux-mêmes qui permettront à ce qu'ils participent activement dans nos communautés pour résoudre différents problèmes, comme ce programme de Yéna qui inclut des jeunes de différentes régions. Alors, initier ces enfants à créer des activités, à organiser des ateliers de formation, à organiser des initiatives qui ne visent que la participation des adolescents. Alors, je pense s'ils sont suffisamment informés, ils pourront être en mesure d'éduquer les autres et ils pourront être des facteurs de changement social dans nos différentes communautés. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à ta question, Brinel. Alors, merci beaucoup, Kitata, pour ta contribution. Tu as dit que les parents africains paraissent avoir honte et par conséquent ne pas être en mesure de transmettre ces connaissances sur l'éducation sexuelle aux enfants.
Facilitatrice a dit ceci, je suis d'accord avec toi. Car nos parents africains et même les églises pensent que c'est défendu ou c'est interdit de parler de l'éducation sexuelle. Mais ceci n'est pas vrai. Car même dans la Bible, il est écrit de ne pas commettre la fornication. Alors nous, étant comme une église, si nous ne voulons pas éduquer les gens concernant ces choses, ou si nous ne voulons pas leur montrer les conséquences des rapports sexuels non protégés, car vous pensez que dire le mot sexe est comme un tabou ou un mot non approprié à parler, c'est là que le problème commence. Si l'Église ne parvient pas à organiser des formations, des programmes qui réunissent des adolescents et des jeunes gens, ou même les éduquer sur les pratiques sexuelles non appropriées, et même cas pour les parents, s'ils ne disent pas leurs enfants, c'est sûrement un problème. Premièrement, le problème survient lorsque les parents commencent à faire la comparaison des enfants de l'époque actuelle et ceux de l'époque ancienne. Ça pour autant savoir que la comparaison n'est pas du tout bonne, surtout quand il s'agit des adolescents, quand nous ne pouvons pas connaître ce que ces jeunes gens font à l'absence de leurs parents. Ces défis liés à la comparaison induisent beaucoup d'enfants en erreur en influençant leur attitude positive en une attitude négative. Nous, les parents africains et Églises, devons faire beaucoup d'efforts en ce sujet, surtout organiser des formations sur l'éducation sexuelle. C'est tellement crucial et c'est tellement important dans nos communautés. Merci beaucoup. I would encourage every one of us, as boys, as girls, teens, and adults, everybody watching and listening to me, that we all need to, first of all, just take the courage to know your status. And even when, after knowing your status, and you feel probably you are an HIV/AIDS victim, try to reach out to Alors, people je prends ces moments pour encourager les jeunes gens, adolescents et tous ceux-là qui nous suivent de toujours connaître son état sérologique et de faire le dépistage. you don't need to Il peut t'arriver qu'après avoir fait le dépistage, vous retrouvez séropositif. Ne vous isolez pas. Cherchez de l'aide auprès des médecins qui vous soutiendront psychologiquement, qui vont vous apporter soutien, même moralement et physiquement aussi. Ils vont vous aider, ils vont vous donner de l'aide, ils vont vous accompagner d'une façon médicale. Et ils vous offriront cette écoute empathique dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, mais aussi vous n'avez pas besoin de vivre dans la honte. Avoir le VIH ne veut pas dire que tout est fini, mais sachez que le VIH peut être traité avec le traitement approprié. Pour les jeunes qui veulent avoir des relations ou des rapports sexuels, je vous encourage de revoir ces méthodes de prévention du VIH, car il vaut mieux prévenir que guérir. C'est mieux pour vous de prévenir ce VIH que de l'avoir. Et par conséquent, commencez à vivre dans la stigmatisation ou n'acceptez pas de vivre de cette manière. Cherchez de l'aide ou parlez à quelqu'un en rapport de votre situation. Si vous voulez savoir plus concernant ce sujet, vous pouvez toujours faire des recherches significatives. Vous pouvez demander des questions, même ceux-là qui sont en ligne, demandez des questions. Ou si vous voulez plus de clarifications, n'hésitez pas de les faire. Thank you very much. Michael, you asked what can be done when someone just had sex, unprotected sex.
Merci beaucoup, Michael. Sa question est celle-ci. When you have Qu'est-ce qu'on peut faire après un rapport sexuel non protégé? the sex, Comme je l'ai dit avant, si vous avez eu des rapports sexuels non protégés, la première chose à faire, c'est de se procurer de ce traitement PEP, prophylaxie post-exposition. Ce traitement va vous aider à ne pas contacter le VIH directement. Je crois que c'est le moyen qui peut vous aider après un rapport sexuel non protégé et sain, car je ne peux pas vous conseiller d'utiliser le préservatif encore. Ce que je vous recommande, c'est de se procurer de ce traitement PEP après un rapport do is to go get the sexuel non Thank you. protégé. I'll answer your question. Then, what are the barriers that prevent Alors, une autre personne a une question, widespread c'est de savoir sur les préservatifs féminins et les défis rencontrés. the barriers Les défis peuvent être le coût and supply? et l'approvisionnement, car je pense que les préservatifs féminins sont coûteux que ceux des hommes. Male condom. Mais aussi une faible sensibilisation, car il y a des filles qui ne connaissent pas ces préservatifs féminins si ces préservatifs existent. Comme moi, je ne sais pas si vous savez que ce préservatif féminin existe, mais je crois que nous devons sensibiliser les filles, nous devons les informer, les éduquer concernant les préservatifs féminins. Il y a aussi le problème de la faible sensibilisation, comme on l'a dit, la sensibilisation qui est faible. Deuxièmement, il y a la stigmatisation et la dynamique du genre. Le préservatif féminin est considéré comme un signe de défiance. Certains hommes souvent résistent quand une femme veut utiliser le préservatif féminin, mais aussi l'accès est limité. Les désinformations et les stéréotypes autour du préservatif féminin. What you are having a female condom means like Alors, il y a aussi certaines personnes qui ont beaucoup plus de stéréotypes sur le préservatif féminin et je pense que ce sont là les défis que nous pouvons rencontrer, mais aussi nous avons le pouvoir de changer ces genres de défis et apporter des solutions. Alors, il y a une autre question. Elle est celle-ci. Tu as dit aussi comment devons-nous informer ou éduquer les jeunes filles à utiliser le préservatif féminin. Comment devons-nous éduquer et informer les jeunes filles à utiliser le préservatif féminin? Alors, l'animatrice a dit ceci. Comme je l'ai dit, vous pouvez organiser un atelier de formation qui se concentre sur l'éducation sexuelle, le VIH, éduquer les femmes à comment utiliser le préservatif féminin. Cela peut aussi aider ces femmes à avoir des connaissances, mais aussi à être informées. Car la plupart des femmes ou de filles, comme je l'ai dit avant, ne savent pas que le préservatif féminin existe, mais aussi d'autres ne savent même pas comment l'utiliser. C'est de cette manière que nous devons sensibiliser les femmes et filles. Nous devons aussi créer des initiatives, des programmes sur l'éducation sexuelle où ces programmes sont inclusifs. Le dialogue aussi doit être devant porter focus sur le dialogue. Ce sont des moyens par lesquels vous pouvez faire la sensibilisation. Et c'est de cette manière que les gens peuvent, les hommes et les femmes, se sentir inclus dans ce genre de programme éducatif sur le VIH. Vous pouvez aussi utiliser les médias sociaux pour créer des contenus parlant sur le VIH, faire des plaidoyers en ligne, mais aussi faire de l'activisme et faire aussi des TikTok challenge et des vidéos qui parlent sur le VIH. Vous pouvez aussi faire des campagnes médiatiques, l'utilisation des hashtags, publier de différentes activités, mais aussi différentes publications sur le VIH.
C'est de cette manière que nous pouvons aussi renforcer cette campagne médiatique, mais aussi pour informer plus de filles, plus de femmes, plus d'hommes à utiliser les préservatifs, mais aussi à leur montrer l'importance de l'utilisation des préservatifs. Ces genres de campagnes médiatiques sont efficaces pour renforcer la participation des jeunes, surtout les jeunes filles, pour connaître sur l'utilisation des préservatifs féminins et aussi la prévention du VIH. Si vous avez autre question, n'hésitez pas surtout à pouvoir les poser. Si vous avez besoin de plus de clarifications, n'hésitez pas. Il y a notre ami Moses qui veut demander une question et il est dans la salle. Il a dit ceci: merci beaucoup pour votre présentation. J'ai compris que la plupart des gens vivant avec le VIH ils font face à des stéréotypes et la stigmatisation. Ma question est celle-ci. Que doivent faire les jeunes? Quel est leur rôle dans cette lutte? People who suffer from HIV are often faced with stereotypes and stigma, and as Merci beaucoup, Moses, pour la question. Si j'ai bien compris ta question, est celle de savoir ce que les jeunes doivent faire dans cette lutte, car les personnes vivant avec le VIH sont stéréotypées et stigmatisées. Je pense que ce que nous devons faire est ceci. C'est d'engager nos familles en premier temps et en organisant un atelier de formation qui a la famille pour population cible, notamment les parents et les enfants, pour apprendre sur le VIH. Vous éduquez ces gens, vous les encouragez à accepter cette condition s'il y a ces personnes infectées par le VIH dans la famille. Car la plupart du fois, la première stigmatisation commence au niveau de la famille. Car il arrive la plupart du temps que certains membres de la famille peuvent s'isoler de la personne infectée par le VIH. S'ils apprennent qu'il y a des gens qui vivent avec le VIH, ils vont s'isoler de ces personnes, mais aussi ne vont pas se rapprocher de ces personnes. Ceci est fréquemment courant dans différentes familles. Mais lorsque vous organisez ce genre de formation pour éduquer les familles, comment vivre avec cette personne infectée par le VIH, comment interagir avec cette personne, après cela, vous faites une évaluation régulière pour apprendre auprès de ces personnes les défis auxquels ils font face. Vous apprenez aussi à les écouter attentivement et empathiquement. Et après cette évaluation, vous passerez aussi à l'étape de la distribution des matériels pour réduire la stigmatisation, comme les affiches par exemple. Mais aussi, vous pouvez faire de petites vidéos parlant du VIH, mais aussi du SIDA. Vous devez aussi créer une plateforme où les gens peuvent s'exprimer librement, s'exprimer sans honte. Par exemple, des plateformes où on parle des histoires de personnes infectées par le VIH, les défis auxquels ils sont confrontés. Vous organisez aussi des forums où toutes ces personnes vivant avec le VIH peuvent partager leurs histoires et possiblement inspirer les autres. Vous devez aussi créer cette atmosphère où l'écoute empathique est développée, où les gens apprennent à moins juger et plus écouter les autres, ainsi qu'instaurer un environnement de confiance où les gens peuvent s'exprimer sans aucune hésitation et apprendre à se réconforter et pouvoir aussi s'entraider. Alors nous, les jeunes, devons organiser des ateliers de formation comme la plupart d'entre nous sont déjà formés pour éduquer, aider ces gens et à briser la stigmatisation et d'accepter leurs conditions, bien sûr, à s'aimer et à inspirer les autres. Donc nous faisons cela et inspirer, éduquer ces gens qui sont infectés par le virus VIH. Mais aussi, nous devons aider
à ces personnes à ne pas se cacher, à ne pas s'isoler, mais à interagir avec les autres personnes dans la communauté, en leur montrant que le virus VIH ne peut pas se transmettre par le partage d'un repas, même en portant les mêmes habits, dormir ensemble sur un même lit, même en utilisant les mêmes gobelets avec celui qui est infecté, on ne peut pas contacter le VIH. Mais aussi, vous leur expliquez le mode de transmission du VIH par des seringues, par exemple, par des transfusions sanguines qui ne sont pas saines. Ça, ce sont des exemples par lesquels où le VIH-Sida peut se transmettre. Alors, l'éducation, c'est comme un des moyens de surmonter ces stéréotypes. Il y a beaucoup de stéréotypes et la stigmatisation partout car beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Certains ne sont pas informés du VIH. Ils ne savent pas que le VIH n'est pas une peine de mort. Ils ne sont pas informés des modes de transmission, mais aussi ils confondent les modes de transmission du VIH et les mythes sur la transmission du VIH. Alors, pour surmonter tout ceci, nous devons éduquer les gens en instaurant un environnement de confiance, de connectivité où les gens se connectent au moyen de leurs histoires. C'est de cette manière que les jeunes peuvent aider pour surmonter les stéréotypes et la stigmatisation autour de ce sujet du VIH et du SIDA. Merci beaucoup pour cette bonne question. Yes, it's possible for you to be negative even if your spouse is HIV positive. To buttress my point, Nous avons une autre question en ligne avec notre amie Amina. HIV positive, it was early detected that it was HIV positive and you've not had sexual intercourse with him in the time that it was positive. Amina a demandé ceci. Est-il possible de ne pas être infecté du VIH alors que ton époux ou ton épouse est infecté? Est-ce possible de ne pas être infecté du VIH alors que ton époux ou épouse est infecté? Oui, c'est possible de ne pas être infecté, même si ton époux ou épouse est infecté. Par exemple, si votre époux est infecté et que vous l'ayez aussi avant, et il n'avait pas eu de rapport sexuel avant lui, dans ces cas, vous ne serez pas infecté. Mais aussi, le mari et la femme peuvent vivre ensemble sans que l'un de vous ne soit infecté, car s'il connaît qu'il est infecté et accepte sa condition, vous serez trop vigilant et savoir des mesures préventives à utiliser. Vous allez utiliser par exemple des préservatifs et dans le cas contraire, vous pouvez vous procurer du traitement PEP après tout rapport sexuel. Mais aussi vous pouvez vous procurer des ARV. Dans ce sens-ci, vous ne serez pas infecté du VIH. C'est possible que l'un d'entre vous soit infecté et que l'autre ne l'est pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est possible que l'un d'entre vous soit infecté et que l'autre ne l'est pas. Merci beaucoup. Okay, yeah. First of all, thank you so much for your presentation. It's really nice. And I have one question. So, during your presentation, Il y a une autre question dans la salle venant de notre ami Irénée. Il a dit ceci: merci beaucoup pour la présentation faite. Ma question est celle-ci. Lors de votre présentation, vous nous avez expliqué les différents modes de transmission du VIH, tels que les rapports sexuels non protégés, les transfusions sanguines non saines. Alors je me demande, lors de la guerre ou catastrophe par exemple, comment devons-nous prévenir le VIH, car je pense que le VIH peut se répandre plus rapidement lors de ces temps. Merci beaucoup.
Thank you very much for the question. If I may hear you, you said during the war times, there were spread of Merci beaucoup HIV pour la and question. people were not aware Si j'ai about bien écouté, comment prévenir le VIH lorsqu'il y a la guerre pour que ça ne puisse pas se répandre plus rapidement? Yeah, so during the war time, how HIV Alors, was en ce que je spread connais, was vous because avez of plus there was besoin de clarification. exposure to blood. Alors, lorsqu'il y a la guerre, Exposure to blood. le VIH se répand rapidement car il y a des sangs versés partout et que les gens sont exposés au sang qui donne le risque de ne pas bien se protéger, mais aussi l'utilisation des seringues qui ne sont pas saines, l'utilisation de même seringues pour différentes injections et traitements. Ceci peut peut-être arriver lors de la guerre et ce n'est pas facile de contrôler ce genre de choses car beaucoup d'erreurs se produisent et il y a un grand risque de la transmission du VIH lorsqu'il y a la guerre. Mais aussi lors de la guerre, le viol est utilisé comme une arme de la guerre où les femmes et les filles sont victimes du viol. Par exemple, au Rwanda, lors du génocide, beaucoup de femmes étaient violées, des rapports sexuels non protégés et forcés. C'est ainsi que la transmission du VIH s'est vite répandue car des gens étaient plus exposés au sang versé partout. Et même quand on pouvait amener ces victimes dans des hôpitaux, les risques étaient toujours évidents. Pour prévenir cette transmission très rapide du VIH lors de la guerre, c'est d'abolir ce genre de narratif, les viols comme une arme de la guerre, en protégeant les filles et les femmes, ainsi que tout le monde, même les hommes, car toutes ces personnes sont victimes d'une manière ou d'une autre lors de la guerre. Nous devons promouvoir l'unité partout au monde, soulignant que la violence n'est pas un moyen de sortie, n'est pas une bonne stratégie pour aboutir à une solution pacifique. Alors nous devons abolir cette façon de faire, ces narratifs, peut-être promouvoir des négociations, peut-être d'adresser les causes majeures du conflit, de prendre des décisions constructives et non destructives. Probablement, l'Organisation mondiale pour la santé peut aussi secourir lors de ce temps plein de risques pour aider ceux-là qui sont blessés ou ne pas être exposés ou ne pas se mettre en danger d'une manière ou d'une autre. Donc, la violence, nous devons souligner que la violence n'est pas vraiment une stratégie efficace pour répondre pour apporter une solution pacifique, mais nous devons promouvoir ces négociations d'une manière d'adresser des causes majeures, d'une manière d'apporter des décisions qui sont constructives et pouvoir aussi protéger nos communautés contre ces choses qui peuvent nuire à leur vie. Merci beaucoup, c'est ça ma réponse. The World Health Organization has to come in maybe during wartime to be able to help victims that are injured on time so that they Merci beaucoup pour toutes ces questions, pour toutes ces préoccupations. Merci beaucoup. Thank you very much for all the questions. I really like the fact that this section was very Merci beaucoup pour toutes les questions posées. J'ai beaucoup aimé notre session car elle était tellement intéressante et elle était interactive. On a eu des discussions très significatives ensemble et instructives. Nous sommes à la fin de notre présentation. S'il y a d'autres questions, commentaires et suggestions, vous aurez suffisamment du temps
à les poser lors de notre camp de jeunes pour la paix. Je suis tellement ravie d'avoir fait cette session avec vous. Merci beaucoup.